Bonjour à tous, ravie de vous avoir avec nous. Du coup, pour me présenter, Kirotiga, moi je suis en charge des comptes sur le secteur de la finance et des assurances. Et Nathan, je te laisse te présenter. Ouais, merci Kiro. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Nathan Oyong-Parin, je suis responsable de l'avant-vente chez Midral. Et avant d'aider les commerciaux dans les rendez-vous, j'ai occupé des rôles plus opérationnels, notamment en tant que data scientist. Donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je serai votre intervenant sur les parties techniques du webinar. Et vous l'avez vu, un petit point important avant de commencer, si vous avez des questions, on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Les micros sont coupés, mais vous avez accès au chat Teams. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions. Voilà. Du coup, aujourd'hui, notre objectif, c'est de démocratiser la data science auprès des métiers. On a tendance à penser que la data science, c'est quelque chose de très complexe, que c'est hors de portée. Or, notre but aujourd'hui, c'est de vous montrer que justement, c'est assez simple et qu'on n'a pas forcément besoin d'être un expert pour utiliser ces outils. Du coup, aujourd'hui, on va aborder 4 grandes thématiques. Dans un premier temps, pour vous introduire le sujet, pourquoi l'IA aujourd'hui est au cœur de l'innovation dans les entreprises. Ensuite, on vous présentera la société Midral de manière générale et avec un cas d'usage. On parlera également des principaux concepts de data science, la méthodologie globale, comment vous pouvez l'appliquer de votre quotidien. Et enfin, la next step, on vous dira comment on pourrait continuer ensemble, effectivement, si vous êtes intéressé, il y a des hackathons ou des masterclass type. Et comme l'a dit Nathan, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du chat, on y répondra à la fin. Du coup, pour commencer, on va s'intéresser à 3 faits d'actualité. Aujourd'hui, le marché mondial de l'IA a atteint 234 milliards d'euros, avec un potentiel de croissance de 19% jusqu'à 2034. La France, elle souhaite capter 15% du marché mondial de l'IA en raison de 2025, ce qui la positionne comme un leader, justement. On voit bien qu'il y a des entreprises comme Google, Lighton, Shift Technology qui sont de plus nombreux à vouloir investir en France. Et dernier fait intéressant, le nombre de professionnels formés à l'IA a sextuplé depuis 2016. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que l'IA est en expansion, elle est présente partout dans notre quotidien et que la France investit également massivement. Attends, je te laisse peut-être parler des concepts de data science ensuite. Ouais, merci Kiro. Et effectivement, pour les métiers, comme on le fait aujourd'hui, c'est essentiel de démystifier la data science et de montrer comment des outils et des techniques peuvent être utilisés dans votre quotidien pour apporter de la valeur sur vos cas d'usage. Donc, on va expliquer le plus clairement possible les concepts qu'il y a derrière l'IA. Et ce sera assez rapide. On a une démonstration aussi qui nous attend dans le webinar après. Mais dans tous les cas, il faut qu'on commence par poser la base. Et donc, déjà qu'on explique un peu ce que c'est la data science. C'est un concept qui est à l'intersection de 3 domaines, comme vous le voyez sur l'image. C'est à l'intersection des mathématiques, des statistiques, de l'informatique et du business ou la connaissance métier. Et l'objectif global, ça va être d'utiliser des méthodes mathématiques, des méthodes statistiques pour découvrir soit des tendances futures, soit des tendances qui sont cachées dans les données, qui ne sont pas forcément évidentes à voir et qui vont permettre de prendre de meilleures décisions en anticipant. Et un fait important, c'est que la data science, elle n'est pas née d'hier, mais dans les années 70, où il y a eu des premiers algorithmes qui ont été développés. Et on peut se demander, mais du coup, de 70 à aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps. Donc, pourquoi est-ce que l'IA et la data science, ça accélère seulement à ce point aujourd'hui, depuis quelques années? Donc, on peut noter 3 facteurs principaux qu'on vous partage. Premièrement, il y a la puissance de calcul parce que toutes les nouvelles avancées, elles rendent possible le traitement de volumes massifs de données. Donc, on le voit, il y a des processeurs qui sont toujours plus petits et toujours plus puissants. Et il suffit de s'intéresser un peu à l'actualité, à ce que font Intel, Nvidia pour le voir. Deuxième facteur important, c'est la masse de données qui est disponible parce que avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tous les appareils connectés, il y a une explosion de données. Et il y a une statistique qui est intéressante, qui est que sur les 2 dernières années, il y a 90% des données disponibles qui ont été produites. Donc, ça donne une idée du potentiel. Et troisièmement, les enjeux business, parce que sans connaissance métier, sans enjeux business, il n'y a aucun intérêt en termes de création de valeur pour la data science. Et donc, c'est le moteur qui fait qu'on veut toujours plus innover, qu'on veut toujours apporter plus de valeur.
Et donc vraiment, avec ce webinaire, notre objectif, c'est de vous initier sur les notions d'IA pour que vous puissiez rester à la page, rester compétitif, et donc de poser ces premières bases que vous pourrez après approfondir. Et donc, tout ce qu'on va présenter dans le webinaire, c'est des thématiques qu'on a l'habitude de traiter chez Midral. Et je te laisse donc, Kirou, continuer et en faire la présentation. Alors, pour présenter Midral assez rapidement, en fait, on est un cabinet de conseil data, on est un pure player data. On ne fait que ça, du coup, on existe depuis plus de 15 ans, on accompagne plus de 500 clients. On intervient sur tout le cycle de la valorisation de données, de leur collecte à leur analyse. On a bien évidemment deux parties chez nous, on a la partie conseil et la partie aussi formation, puisqu'on est un centre de formation certifié. Vincent, je te laisse présenter le cas d'usage sur le secteur assurantiel. Ouais, c'est vrai que comme le disait Kirou, Midral, on intervient sur tous les secteurs. Et donc, on veut vous l'illustrer rapidement avec une mission récente. Donc, on est intervenu dans une grande mutuelle pour prédire le nombre d'actes à venir et pour faciliter le travail et la planification des gestionnaires, donc les personnes qui gèrent les rendez-vous au quotidien par rapport aux actes de remboursement, de sinistres et autres. Et donc, l'objectif métier, c'est un pilotage plus précis des activités en développant une application qui va les aider à anticiper les variations de charge de travail. Donc, on a pris en compte pas mal de critères, l'historique de plusieurs années en termes de volume d'actes, le profil des assurés, les politiques d'assurance, la météo, donc des données externes aussi, etc. Et donc, avec ces prédictions, ça nous a permis de mettre en place des process qui minimisent les pertes financières. Parce que avant ça, avant qu'on intervienne, ils utilisaient des algorithmes assez simples, en fait, des méthodes assez simples sur Excel, enfin des simples formules, en fait, pour faire des prévisions. Et ça se révélait assez inexact en termes de performance. Et donc, à partir de ce qu'on a fait, on a gagné en précision et on est allé plus loin parce que à partir des nouvelles, des résultats de prévision, on a construit un plan de production qui, avec la demande, la typologie d'actes, en tenant compte aussi de la matrice de compétences des gestionnaires et puis de leur montée en compétences, de pouvoir associer les rendez-vous à venir directement à leur agenda. Et donc, conséquence du projet, on gagne en rentabilité. Et voilà, ça, c'est vraiment un exemple de cas d'usage typique qu'on a l'habitude de traiter chez Midral. Et petite parenthèse aussi, en termes de techno, en fait, on a travaillé avec du Python pour la préparation de données, la création des modèles. Et on a utilisé Tableau pour tout l'aspect de restitution jusqu'au plan de charge. Et ça, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. C'est juste pour vous montrer la manière dont on peut allier le côté business et la technique. Et après, finalement, peu importe les outils qu'on va utiliser, notre but, notre credo, notre ADN chez Midral, c'est qu'on vient aider les métiers. Voilà. Et la preuve qu'il y a plein d'autres cas d'usage. Kirou, est-ce que tu peux présenter quelques autres cas d'usage qu'on retrouve le plus souvent dans les entreprises qu'on accompagne? Côté finance, je pense que ce sont des cas d'usage qui parlent à beaucoup de personnes sur la gestion, tout ce qui est planification et optimisation de la trésorerie, la préparation des budgets, côté fraude, le modèle comportementaux, la détection des transactions suspectes qu'on pourrait avoir. Et sur la partie marketing et vente, là où c'est intéressant, c'est côté clientèle, tout le cycle vie de vie d'un client, la prédiction des churns, la perte d'un client. Côté vente, du coup, la prédiction du chiffre d'affaires, les stratégies qu'on peut mettre en place pour que ce soit de l'upselling, du cross-selling pour augmenter toujours le CA, quoi. Et vous le voyez, on va retrouver des cas d'usage dans tous les départements d'une société. Par exemple, côté ressources humaines, on va retrouver des cas d'usage intéressants en termes de data science pour automatiser la création des fiches de poste, pour le tri des CV aussi, pour gagner du temps dans le recrutement. Après, on peut s'intéresser aussi à des indicateurs comme l'absentéisme, les départs aussi, avec les données. Et puis, finalement, mettre en place des actions avec ça pour fidéliser les employés. Et il y a plein d'autres cas d'usage possibles, c'est vraiment d'autres exemples. Mais par exemple, dans pas mal d'entreprises côté retail, on va retrouver des cas d'usage par rapport à la production et par rapport à la supply chain. Donc tout ce qui va être inventaire et production, par exemple, pour prévoir la demande,
pour ajuster la production, la logistique, pour pouvoir anticiper les maintenances et éviter les pannes. Ou alors, par exemple, sur des problématiques de pricing aussi, donc tout ce qui va toucher au revenue management, au yield management, où on va chercher à optimiser les coûts pour après ajuster la stratégie de prix et augmenter en rentabilité. Et puis après, plein d'autres cas d'usage aussi, par exemple côté digital et e-commerce, où on retrouve, je pense que c'est des cas d'usage très connus, par exemple par rapport au ciblage, où on vient segmenter les audiences pour mieux personnaliser les expériences des clients en ligne. Et puis après, on en retrouve plein d'autres pour la fidélisation, pour augmenter les taux de conversion, etc. Et finalement, tout ça, c'est qu'un tour rapide en prenant juste quelques exemples par département d'une société, mais on va retrouver beaucoup d'autres cas d'usage. Et finalement, chaque cas d'usage, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, parce que si on creuse, forcément, il y a des subtilités dans chaque. Et voilà, c'est vraiment pour vous donner déjà une overview, et ça représente un très petit pourcentage par rapport à tout ce qu'on peut faire dans une société. Et maintenant qu'on a étudié ensemble les enjeux de l'IA et de la data science, que vous connaissez Midral et que vous avez un peu un aperçu des sujets sur lesquels on peut vous accompagner, je vous propose de passer aux techniques de data science et on va commencer à rentrer dans les fondamentaux pour que vous puissiez appliquer de manière simple les algorithmes sur vos données avec une bonne compréhension de ce qui se passe. Donc, encore une fois, on va aller rapidement sur l'aspect théorique, qui est ici l'entraînement d'un modèle de machine learning, parce que ce qui nous attend après, c'est la démonstration où on va mettre ça en pratique. Mais pour que la démo elle soit suffisamment claire, c'est important qu'on fasse une passe dessus pour que vous ayez tous les éléments de compréhension. Et donc, voilà, vous voyez l'idée ici avec cette slide, avec plein de blocs, plein de flèches, c'est de vous présenter le processus d'entraînement d'un modèle de machine learning. Et un modèle, c'est quoi? En fait, c'est l'entité, vous pouvez considérer ça comme l'entité qui va vous permettre de faire des prédictions, qui va vous renvoyer à partir de données en entrée une sortie qui correspond à une prédiction. Et ça, c'est vraiment un concept vital si vous voulez vous mettre à la data science. Et donc, il y a 4 grandes étapes pour entraîner un modèle de machine learning. Donc, première étape, il va falloir qu'on définisse un cas d'usage. Il va falloir qu'on définisse une problématique métier avec du ROI, de l'enjeu, une certaine importance qui vaut le coup qu'on s'y intéresse, et ensuite collecter les données brutes qui sont liées à ce cas d'usage. Et donc, une fois qu'on a collecté ces données brutes, très souvent, il y a une étape de préparation de données, parce que c'est assez connu, mais finalement, quand on a un modèle, en fait, garbage in, garbage out, ça veut dire même si le modèle il est super, si vous lui donnez de mauvaises données en entrée, le résultat sera mauvais aussi. Donc, c'est très important de s'intéresser à la qualité de données, de supprimer tout ce qui va être les valeurs manquantes, de corriger les erreurs, de voir si c'est intéressant ou pas d'intégrer des données externes, comme la météo ou les vacances scolaires. Et une fois que cette première partie elle est faite, on passe à la deuxième étape de l'entraînement d'un modèle. Et cette étape, donc après, il y a plusieurs méthodologies qui existent. Là, c'est une des méthodologies qui est la plus simple, qui s'appelle le train, test, split. Ça veut dire la séparation de notre jeu de données en 2 sous-ensembles de données par rapport à notre donnée initiale. Donc, un premier ensemble qui est l'ensemble d'entraînement, qui va être utilisé pour apprendre au modèle comment faire des prédictions. Et ensuite, un ensemble qui est l'ensemble de tests qui va être utilisé pour évaluer la capacité du modèle à prédire correctement. Donc, en fait, on va avoir notre modèle à la fin qui va être entraîné sur les données d'entraînement. On va lui cacher le modèle de test et ensuite, on va lui donner à la toute fin pour voir s'il prédit correctement sur des données qu'il n'a jamais vues avant. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qui permet de faire cette deuxième étape. Et finalement, c'est pendant l'entraînement que le modèle il va pouvoir ajuster ses paramètres. Et le but, ça va être qu'il minimise ses erreurs. C'est un peu comme, vous pouvez imaginer ça comme une fonction mathématique qui va s'adapter jusqu'à trouver la bonne forme et pour in fine faire les meilleures prédictions possibles.
Et après, évidemment, des modèles, il y en a beaucoup. Il y en a des simples, comme de ce qu'on appelle la régression linéaire, à des modèles qui sont beaucoup plus complexes, et ce qui est utilisé par les grandes sociétés pour faire des choses très complexes, comme des réseaux de neurones. Voilà. Après, bon, ce sera un autre chapitre pour choisir le bon modèle. Mais une fois que cette deuxième étape elle est passée, qu'on a entraîné notre modèle et puis qu'on l'a testé sur l'ensemble de tests, voilà, donc on peut mesurer la précision du modèle. Ça veut dire en fait la capacité que le modèle il a de prédire des résultats correctement sur des données qu'il n'a jamais vues. Et donc on passe à la dernière étape, qui est l'étape d'optimisation. Donc en fait, si on voit que les résultats du modèle sur l'ensemble de tests qu'il n'a jamais vus, bah, ce n'est pas assez précis, le modèle ne prédit pas assez bien, et ben, on va pouvoir faire des itérations pour optimiser le modèle. Donc on va revenir l'entraîner en ajustant les paramètres de notre fonction mathématique, ou alors peut-être en choisissant un autre algorithme, ou alors en réétudiant les données qu'on a données en entrée, et voir si il y a d'autres données qui peuvent être intéressantes, par exemple des données externes, de l'open data, etc., comme la météo, les vacances scolaires. Voilà. Et finalement, on va venir répéter ce processus jusqu'à avoir une précision qui est satisfaisante. Voilà. Donc, j'espère que cette explication, c'était assez clair. Après, évidemment, vous pouvez poser les questions dans le chat et puis on pourra y revenir aussi à la fin, si vous le souhaitez. Et donc, on va pouvoir maintenant passer à la démonstration. Et pour la démonstration, on va prendre une thématique qui est la prédiction des ventes, donc très classique dans le secteur marketing, et on va le faire en deux parties. On va faire une première partie où on va appliquer les concepts qu'on a vus ensemble avec un outil de data science qui s'appelle NIME, et on va avoir une seconde partie où on va regarder, une fois qu'on a obtenu des prédictions, comment on peut s'en servir sur un vrai cas d'usage pour prendre une décision. Donc, si ça vous va, on va switcher d'écran. Voilà. Donc là, je bascule sur NIME Analytics Platform. Et peut-être juste pour vous la présenter, la plateforme, en fait, en 1 minute, c'est un outil de préparation de données qui est gratuit, qui est open source. Donc, vous, derrière votre écran, vous pouvez, après le webinar, le télécharger et le tester sur vos données. Et en fait, le fonctionnement de NIME, c'est qu'on va pouvoir glisser des boîtes dans l'interface. Et en fait, chaque boîte a sa propre fonction. Donc, en fait, une boîte, vous voyez, ça s'appelle aussi un nœud. Et en fait, il y a toutes sortes de boîtes. Il y a des boîtes qui vont permettre d'aller lire les données, par exemple des fichiers Excel ou alors des bases de données directement. Et puis, il y a d'autres boîtes qui vont permettre de faire des opérations, comme du nettoyage. Par exemple, si vous avez besoin d'aller supprimer des colonnes, vous allez pouvoir filtrer les colonnes. Si jamais vous voulez filtrer les lignes, si jamais vous voulez faire des concaténations, etc. Enfin, voilà, faire toutes sortes d'opérations. Et puis ensuite, il y a d'autres types de boîtes qui sont les types de boîtes qui permettent d'écrire le résultat de notre traitement quelque part. Donc après, on peut avoir des boîtes pour aller écrire dans Excel. Par exemple, une boîte Excel Writer, ça me permettra après d'écrire mon résultat dans Excel. Voilà. Ce qui va permettre après de l'exploiter soit dans Excel, soit dans un outil BI. Donc, voilà. Donc vraiment 3 étapes. Vous voyez, en fait, quand on vient construire un flux, on appelle ça dans NIME, l'étape où on vient lire les données, l'étape où on vient faire le traitement et les étapes où on vient écrire la donnée quelque part. Okay. Et bien en fait, une fois que le flux il est construit, il s'exécute, voilà, c'est de manière très logique, en fait, de la gauche vers la droite. Donc du moment où on vient lire les données, au moment où on vient les traiter, jusqu'au moment où on vient les écrire quelque part. Et puis après, chaque boîte, en fait, on peut venir la configurer. Mais après, ça, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail maintenant. Mais chaque boîte, chaque nœud a sa propre interface de configuration. Voilà. Et effectivement, une fois on a construit notre workflow, on peut aller l'exécuter. Et donc, vous voyez, les boîtes s'exécutent bien de la gauche vers la droite. Voilà. Et globalement, tout ce qu'on peut faire avec du code, donc que ce soit avec du Python, avec du R, avec du Java, peu importe le type de code, on peut et même aussi ce qu'on peut faire avec Excel, on peut le faire avec NIME, donc juste avec des nœuds. Et l'avantage que ça a d'utiliser NIME, ça va vous permettre de construire des traitements que vous pouvez réutiliser, partager à d'autres personnes
sans avoir peur que demain, personne puisse reprendre en main le travail qui a été réalisé. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment que ce soit low code, no code, ça veut dire il y a très peu de code ou même pas du tout, et que ce soit à la main de n'importe qui et n'importe quel métier. Donc, nous, c'est vraiment un des outils qu'on recommande, qu'on a l'habitude d'implémenter en fait quand on vient aider nos clients sur des problématiques métiers. Et vous voyez, en fait, le flux, il est déjà construit parce qu'on a quand même très peu de temps dans le webinaire, donc il faut quand même laisser aller assez vite. Mais vous reconnaissez en fait les 3 étapes qu'on a vues avant de manière théorique. Il y a d'abord la lecture des données. Donc, vous voyez ici, on vient voir les données qu'on lit dans le fichier Excel. Donc, en fait, c'est des données de vente dans le contexte marketing. On a une date, on a un pays, on a un produit, un nombre de ventes et puis un prix unitaire. Vous voyez. On a l'utilisation d'un modèle de machine learning pour apprendre sur les données qu'on lui donne. Voilà, donc c'est, vous voyez, le linear regression learner ici, l'apprentissage du modèle, l'entraînement. Et puis ensuite, ce modèle, il va donner la possibilité de l'utiliser sur des données qui sont inconnues. Donc, vous voyez, par exemple, si demain, j'arrive avec les dates futures, donc par exemple à partir du 9 octobre, comme c'est notre cas, 9 octobre ici jusqu'au 31 décembre, eh ben, il va réussir à faire une prédiction à partir de l'historique qu'il a appris, donc à partir du passé. Voilà. Et donc, on peut réutiliser le modèle qui a fait l'entraînement sur des données inconnues pour prédire le futur. Et donc, vous voyez, si je me mets sur cette boîte-là, qui est la boîte de prédiction sur les modèles inconnus à partir de ce qu'il a appris, on retrouve une nouvelle colonne qui est associée à notre date du futur, où on a bien la prédiction de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut aller après écrire le résultat, soit en format Excel, soit directement en format exploitable par un outil BI, comme c'est le cas ici avec Tableau, parce que ça s'interface bien avec la plupart des outils de business intelligence. Et donc, voilà, finalement, vous avez compris. Donc, une fois qu'on a construit le flux, ce qui est très simple ici, en quelques boîtes, on a réussi à faire des prédictions. On va pouvoir utiliser les données qui ont été prédites pour les visualiser avec un outil de data visualisation comme Tableau. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, je bascule maintenant dans une autre interface, dans Tableau. Et donc, vous voyez là, donc évidemment, après, là, ce que vous voyez là, j'ai pris un peu le temps, évidemment, de le faire, de le construire. Mais finalement, le principe de Tableau, juste pour qu'on s'aligne aussi sur ça, c'est un peu comme Nime. C'est un outil qui ne nécessite pas de connaissances techniques pour créer des visualisations et des tableaux de bord. Et donc, l'idée, c'est que vous ne passiez pas trop de temps sur la technique, mais surtout que vous puissiez capitaliser sur vos compétences business, parce qu'on s'adresse là à des métiers, pour optimiser votre prise de décision. Donc, pour que ça aille vite, je vous montre directement le résultat final qui se base sur les données en sortie de Nime qu'on avait avant. Et donc, voilà un dashboard en fait, qui pourrait très bien être utilisé par le COMEX d'une société qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des performances actuelles et des prévisions futures. Donc, c'est très simple. Quand on voit du vert, globalement, c'est qu'on a des prédictions positives. Quand on a du rouge, c'est que c'est des points d'attention. Potentiellement, il y a une prédiction des chiffres en chute. Et donc, je vous propose qu'on ne décrive pas tout le tableau de bord, mais qu'on s'intéresse à un insight, à une décision qui pourrait être prise à partir d'une observation. Donc là, par exemple, si je prends le plus simple, on va prendre l'engagement, par exemple, qui a évolué de manière extraordinaire de 1200%, et les ventes qui ont augmenté aussi de 10%. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça montre qu'on a une efficacité qui est croissante des initiatives marketing et qu'on a un bon ROI. Donc peut-être la recommandation, ça pourrait être de capitaliser sur cette tendance positive et d'intensifier les efforts marketing sur les produits qu'on a remarqués qui étaient à fort engagement et utiliser par exemple des campagnes digitales ou des promotions pour garder la dynamique et continuer à croître. Voilà. Donc, après, j'espère que le cas d'usage était assez clair de bout en bout. Là, c'est qu'un exemple d'une décision qu'on pourrait prendre à partir d'une simple observation, mais évidemment, dans le contexte BI, il faudrait qu'on approfondisse, qu'on aille au-delà, qu'on croise avec d'autres observations et qu'on puisse renforcer le choix qu'on va faire dans la prise de décision. Donc vraiment, le but ici, avec vous, c'est d'avoir fait un cas d'usage simplifié
Et puis, l'idée, c'est que vous puissiez vous projeter sur ce que vous pourriez mettre en place demain pour simplifier votre quotidien. Et puis surtout, de vous montrer que c'est largement à votre portée. Et maintenant qu'on a fait cette démonstration, qu'on a vu aussi les concepts, Kirou, est-ce que tu peux reprendre la main pour parler des potentiels next steps? Donc déjà, oui, donc si vous êtes intéressé, donc on pourrait continuer ensemble, notamment faire un premier point avec moi pour comprendre un petit peu vos besoins, comment on pourrait vous accompagner. Bien évidemment, il y a plusieurs types d'accompagnement aussi avec les personnes, que ce soit des hackathons ou des masterclass. Mais ça, on pourra en discuter ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets aussi le lien dans la conversation du Typeform. N'hésitez pas à donner vos feedbacks, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez avoir également, c'est assez important. Là, j'ai vu qu'il y avait une question, il y avait quelques questions de la part de Pierre aussi, donc je te laisse commencer à répondre à Nathan. Ouais, bah alors, prévoyez-vous de partager en mode exo les modules de cette présentation sur Excel, Nime et Tableau? Alors, c'est vrai que là, le but du webinar, dans le temps imparti qu'on avait, c'était déjà de vous montrer sur des cas d'usage la manière dont on accompagne les sociétés et puis aussi que c'est à votre portée. Maintenant, effectivement, on aura sûrement d'autres sessions à venir, plus sous format Data Lab, où là, vous pourrez même venir dans nos locaux pour manipuler vous-même ces outils-là et puis vous faire la main et puis peut-être après l'implémenter sur vos cas d'usage. Et autrement, on a aussi des formations chez Midral. Donc, c'est ce que disait Kirou au départ. Donc, il y a des formations sur Nime, sur Tableau, que ce soit en débutant ou en plus avancé. Et elles sont en plus, financièrement, ça peut être pris en charge par votre OPCO. Donc voilà, ça, c'est des points. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi ou Kirou pour en discuter, pour voir comment on peut vous accompagner. Mais en tout cas, dans cette session-là, c'était pas prévu, mais en tout cas, dans d'autres sessions, oui, ça viendra. Et puis, comme je vous disais, il y a aussi l'aspect des formations. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, Pierre. Sinon, n'hésitez pas à réécrire un message. Autre question. Dans la partie QNR, est-il sécuritaire d'intégrer des données confidentielles d'entreprise dans Nime, étant donné que c'est un outil open source? Okay. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Nime, il y a deux parties. Il y a une partie qui est le logiciel open source qui s'installe sur un poste en local, où il n'y a pas besoin d'Internet et donc où on peut manipuler les données en local. Donc là, les données ne sortent nulle part. Elles restent dans la zone réseau, elles restent sur le PC. Donc, il n'y a aucune problématique de sécurité sur ça. Et puis après, il y a l'aspect industrialisation, parce qu'au-delà de créer des workflows sur un logiciel en mode bureautique, le but, c'est aussi de les industrialiser et de les monitorer pour qu'ils tournent à la fréquence qu'on souhaite. Et dans ce cas, c'est la solution Nime Business Hub de Nime qui permet de faire ça. Et cette solution, elle peut s'installer sur le cloud ou alors on-premise sur vos machines. Donc, en termes de sécurité, il n'y a vraiment pas de sujet. Et d'ailleurs, il y a certains organismes, même publics, ou des organismes avec des données très sensibles. D'ailleurs, on a un client qui est GIE carte bancaire avec des données très sensibles de transactions où, pour le coup, il y a des normes très strictes de sécurité à appliquer. Donc, effectivement, on a pas mal de REX aussi, si ça vous intéresse de revenir vers nous sur ces aspects-là pour en discuter. Mais en tout cas, il n'y a pas de sujet au niveau de la sécurité. Il y a toujours un moyen de bien isoler les données, de bien les siloter pour pas qu'elles soient accessibles. D'ailleurs, Nime vient lire les données et vient les écrire quelque part, mais ne stocke pas les données au moment de l'exécution. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Ce n'est pas une base de données. De quoi également, comment peut-on utiliser le bon modèle? Alors, d'accord, ok. Donc, sur cette question-là, comment peut-on choisir le modèle dans la phase d'entraînement? Donc, je dirais il y a plusieurs étapes sur ça. D'abord, il faut bien comprendre la problématique parce qu'il y a différents problèmes en fait qui existent en data science et on est allé un peu pour simplifier en fait dans la présentation, mais il y en a trois principaux. Il y a la classification, c'est quand on cherche à classer les données dans différentes catégories. Donc par exemple, si on veut savoir si un mail c'est un spam ou c'est pas un spam. Il y a la régression, deuxième type, pour prédire des valeurs numériques. Donc, par exemple, je veux prédire le prix d'une maison ou alors je veux prédire le prix du Bitcoin. Dans ce cas-là, ce sera de la régression. Et il y a des problèmes qui sont aussi des problèmes de clustering. Dans ce cas-là, c'est comment on regroupe des données similaires. Par exemple, marketing, comment on fait pour regrouper des clients ensemble pour étudier leur comportement. En fonction de ces trois problématiques-là,
ce ne sera pas forcément les mêmes algorithmes qu'on pourra choisir. Donc, ça permet déjà de faire un premier tri. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié les modèles qu'on peut utiliser, le but, c'est de commencer avec des modèles qui sont simples, comme on disait tout à l'heure, donc avec des régressions linéaires, avec des arbres de décision, parce que c'est facile à entraîner, ce n'est pas forcément coûteux en termes de ressources, et donc ça donne une bonne base pour commencer. Et ensuite, on peut continuer avec des modèles plus complexes. Donc, par exemple, des algorithmes comme XGBoost, ou alors comme des forêts aléatoires, ou des réseaux de neurones, comme on en discutait. Et en fait, là, ça permet de capturer des relations qui ne sont pas forcément linéaires dans les données. Et bien que ce soit plus lent à entraîner, que ce soit plus black box aussi, parce que c'est plus difficile à interpréter, ça peut donner de meilleurs résultats. Et donc finalement, si je dois conclure en fait, sur la question, parce que j'étais un peu long, mais il faut qu'on ait un bon équilibre et qu'on étudie ça entre la performance de l'algorithme en termes de précision et la complexité et la difficulté à interpréter les données. Voilà. Donc c'est la balance entre les deux qui va nous permettre de choisir un bon modèle. J'espère que ça répond à votre question, Doha. Et merci pour cet échange. Au plaisir de poursuivre dans vos bureaux ou sur votre stand Big Data et AI. Exactement. N'hésitez pas, donc encore une fois, à contacter Kirou ou moi-même pour parler d'une problématique ou alors pour parler d'un cas d'usage que vous pourriez avoir. Effectivement, on sera au salon du Big Data. Présent. Et donc, n'hésitez surtout pas à venir nous faire un coucou ou alors du coup passer et approfondir un peu vos problématiques business et qu'on puisse discuter un peu plus. Voilà. Exactement, venir prendre un café avec plaisir. Merci beaucoup. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. N'oubliez pas surtout de répondre au Typeform, c'est important. Nous, ça nous permet aussi d'avoir des feedbacks. Et on se dit à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Passez une bonne journée.